Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission, le jury du dimanche, iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV et imedia.sn a le plaisir de recevoir Papa Mahawa Diouf, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar et membre de la Task Force républicaine. Bonjour, Papa Mahawa Diouf. Bonjour, Mamadou Ibra Kane. Merci de votre invitation. Bonjour à tous vos téléspectateurs, internautes et auditeurs qui vous écoutent partout à travers le monde. Et merci vraiment de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. Papa Mahawa Diouf, un jeune loup aux dents longues au sein de l'APR et de la coalition Benno. Gros point d'interrogation. Des ambitions. Le natif de Dakar en 1978 et père de 3 bouts de bois de Dieu n'en manque sûrement pas. La mairie de la capitale, nous lui poserons la question. L'invité de la semaine du jury du dimanche est un des messieurs comme politiques de la coalition au pouvoir. Il est en effet coordonnateur de la cellule communication de Benno Bokk Yakaar. Expert en communication, spécialiste du change management, le directeur général de l'ASPT est un produit de l'école sénégalaise et des universités françaises de Lille 3, Charles de Gaulle, Aix-Marseille et de l'école supérieure de communication et de journalisme de Marseille. Ancien secrétaire général de l'AS-SA à IBD, Diouf est bachelier en 1998 au lycée Djignabo de Ziguinchor où il a fait tout son parcours de l'école Sœur Néma au lycée en passant par Saint-Sacrement et le collège Tété Diédhiou. Fatikois de souche, comme il se définit, Papa Mahawa Diouf est cependant responsable politique à Yoff. Première question, Dakar est encore parti pour être la mère des batailles entre le pouvoir et l'opposition aux prochaines élections locales prévues en janvier 2022. Seriez-vous du combat en tant que responsable de l'APR à Yoff? Oui, assurément. Comme d'ailleurs lors du dernier combat. Maintenant, le contexte n'était pas le même. Oui, nous serons du combat. Candidat Candidat, tout de suite, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, nous serons bien du combat. Nous allons nous mettre à disposition pour servir les citoyens, en tout cas de Yoff, de ma commune, mais aussi pour servir les citoyens de mon quartier, Diamalaye 3, qui est un quartier magnifique avec une population tellement chaleureuse, la plus chaleureuse de Yoff, je peux dire, parce que unique en son genre, par sa particularité, par sa vie communautaire et aussi par sa disponibilité et sa solidarité. Et donc nous sommes toujours au quotidien disponibles pour cette population et pour ces élections. Naturellement, nous serons disponibles aussi pour servir un projet. Et nous, le moment venu, naturellement, notre camp définira les cadres dans lesquels nous allons y aller, comme en 2014, et nous serons dans ce combat-là. Et sur Dakar également, nous serons impliqués. Nous pensons que nos challengers ont trop vite parlé. Ils vont se rendre compte qu'ils vont déchanter. Ah bon, y compris en particulier Barthélémy Diaz qui est très bavard, je trouve, à mon avis. Oui, il parle beaucoup. Il a des ambitions. Oui. Comme vous, je le loup aux dents longues, non? Mais avec un peu moins d'arrogance et de prétention, avec un verbe beaucoup plus correct, je pense, de mon point de vue. Barthélémy Diaz doit être appelé à l'ordre sur son style. Son style est trop agressif, de mon point de vue. Il peut être beaucoup plus courtois. Le Sénégal a une réputation d'être une démocratie sereine, courtoise. C'est le caractère personnel, le caractère, comme je l'ai dit, un peu prétentieux et un peu arrogant dans le style. C'est prétentieux de sa part de dire qu'il est candidat à la mairie de Dakar. Non, ça c'est de l'ambition, mais il y a le style, il y a la forme qui compte aussi. La réponse en tout cas, c'est que nous allons nous trouver sur son terrain. Nous irons dans son quartier déjà à Mermoz, qui n'est absolument pas sûr de gagner. Tout ce que nous n'avons jamais mis, nous le mettrons
pour qu'ils sachent que la capitale du Sénégal... Ça veut dire quoi? En ressources, en stratégie politique, en mobilisation, en combat et en détermination. En tout cas, pour ma part, né à Liberté 4 et qui vit à Dakar depuis maintenant plus de 10 ans, mais je suis né ici. J'ai jamais vécu ailleurs au Sénégal en dehors de Ziguinchor et ici la capitale. Nous lui ferons face, nous lui montrerons que le Sénégal, et en particulier Dakar, ne se nomme pas Diaz. D'ailleurs, on parle de Ndakarou Ndiaye, on ne parle jamais de Ndakarou Diaz. Dakarou Diouf. Peut-être, en tout cas. Ah bon. En tout cas, bon, on ne le dit pas non plus. On ne le dit pas non plus. Alors, Dakar, la capitale, a toujours été hostile au pouvoir. Et d'ailleurs, l'APR, si on parle de votre parti, n'a jamais gagné Dakar, en tout cas la mairie, depuis que vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci pour que vous prétendiez pouvoir remporter la capitale? Nous avons une dynamique de victoire qui est un vent de victoire venu de Yoff et que nous n'avons jamais perdu. Et quand je dis nous, c'est parce que le cabinet de campagne qui fait gagner Diouf Sarr, je le structure avec lui en 2014. Et de la même manière, je construisais la coalition Benno Bokk Yakaar avec Abdoulaye Diouf Sarr qui le fait gagner en 2014. Cette dynamique de victoire, nous pouvons la transposer sur le reste de la capitale. Et c'est possible. La seconde chose, vous avez raison, Dakar c'est spécial, comme toutes les capitales des démocraties. La capitale sénégalaise ne fait pas exception. Elle a très tôt fait son alternance Wade. Dès 92, je crois, les tendances électorales dans Dakar étaient déjà pour l'opposition de l'époque. De cette même manière, en 2009, on a vu la capitale basculer. Ici aussi, je pense que Dakar a toujours son style, une forme d'indépendance dans le discours et une forme d'indépendance dans la conscience politique. Nous devons travailler à l'incarner davantage. Et je pense que nous avons dans notre camp des profils qui incarnent parfaitement Dakar et qui sont en mesure de convaincre les citoyens de la capitale du Sénégal que le projet du président Sall peut être incarné dans des projets locaux et nous sommes convaincus que nous allons gagner. Vous allez gagner avec quel candidat? Oui, vous savez, nous avons une coalition qui est très forte. Oui. Qui est forte parce que aussi elle a des mécanismes de concertation qui lui permettent d'être résiliente dans des situations où il faut et d'avoir les bons choix. Oui, et nous allons y arriver. Oui, mais une coalition qui a besoin de leaders partout où vous allez présenter une liste. Nous allons y arriver, bien sûr. Y compris la capitale. Mais c'est qui ce leader? Oui, mais nous allons... On le cherche, on ne le trouve pas. Aujourd'hui, nous en avons... C'est une bataille de positionnement plutôt qu'on voit, une guerre d'ambition. C'est normal. Où se trouve ce leader à Dakar? Oui, on va le trouver très facilement. Ah oui. On va discuter entre nous. Très facilement, c'est trop dire. Mais on va le trouver dans un processus de consultation entre nous. Et puis, c'est normal que une coalition comme la nôtre, avec un enjeu comme la capitale, qui ait un choc des ambitions. Ça, c'est la moindre des choses. Le Parti socialiste, un de vos alliés, dit qu'il veut Dakar. Dans votre camp, l'APR, on parle d'Amadou Ba, d'Abdoulaye Diouf Sarr, principalement. Qui? Oui, il y a d'autres d'ailleurs qui sont aussi... Comme qui, comme vous? Oui, il y en a d'autres. Il y a d'autres en tout cas. Vous êtes intéressé par Dakar? Aujourd'hui, je ne suis intéressé que pour une chose, oui. La victoire de notre camp politique. C'est ça qui nous intéresse. Très bien. Mais c'est les processus et les circonstances qui peuvent mettre à jour des opportunités d'ambition qui peuvent intéresser n'importe quel militant, y compris moi-même. Ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est le processus. Il y a beaucoup plus de leaders que Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Ba et les autres. Il y en a d'autres. Il s'agit d'être ensemble. Il s'agit de réfléchir ensemble. Et pour le moment, c'est ce qui est en train d'être fait. De mettre quelqu'un devant au bout du processus, c'est ça l'objectif. Et ce sera le cas d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est évident. On aura un leader et un candidat. À votre avis, comment vous allez y arriver? On a commencé le processus, c'est d'abord d'être ensemble, de travailler ensemble. Et c'est ce qui est en train d'être fait sous la direction des leaders du parti et des responsables comme le doyen Mbaye Ndiaye. On rassemble tout le monde, on travaille ensemble. Et puis, on a des dynamiques de construction qui font que le moment venu, logiquement,
les leaderships vont se détacher. Et puis, au besoin, évidemment, il y aura l'arbitrage également des autorités de la coalition. Ça, il n'y a pas de souci de ce point de vue. Et puis, nous avons de l'expérience. Nous avons eu les législatives, 2 élections législatives, des élections locales. On a l'expérience maintenant. Je pense qu'on peut tout à fait enjamber cette difficulté. Très bien. Vous militez à Yoff. Quand on parle de Yoff, on pense à son maire Abdoulaye Diouf Sarr, mais non loin de là, il y a les Parcelles Assainies, qui est également le fief de Amadou Ba. Je vis à la frontière. Oui, vous êtes à la frontière, mais qui des deux choisiriez-vous si vous aviez à choisir entre Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr? Il ne s'agit pas de mon choix, moi. Je crois qu'il s'agit plutôt de réfléchir ensemble le moment venu sur celui qui incarne le plus l'aspiration de la coalition. Aujourd'hui, il est un peu prématuré de le dire. On n'est pas dans ces circonstances-là. Il faut d'abord que chacun gagne chez soi. Il faut d'abord que chacun gagne son quartier. Il faut d'abord que chacun gagne dans sa maison, parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas forcément évident. Et une fois qu'on aura gagné ça, c'est à ce moment-là que, justement, parmi ceux qui ont gagné chez eux, il sera question de voir qui peut incarner le plus le projet pour Dakar en général. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Mais je pense que tous les deux incarnent parfaitement bien ce leadership, mais comme d'autres, encore une fois, pour ne fâcher personne, tous les autres, je pense, peuvent tout à fait parfaitement incarner ce leadership-là dans Dakar, y compris chez nos alliés du Parti Socialiste ou de l'AFP. Très bien. Ou d'autres, LD et autres, tous les candidats. Évidemment, je suis de Yoff. Et donc, naturellement, il y a une proximité avec Abdoulaye Diouf Sarr, mais il n'empêche que sur la question de Dakar, il faut laisser la chance, effectivement, à tous les leaders de Dakar qui ont l'ambition de pouvoir l'exprimer, de le faire. Et le parti, le moment venu, naturellement, choisira son meilleur candidat. Je disais tout à l'heure que vous avez des alliés, le Parti Socialiste qui veut Dakar, l'AFP qui veut plus d'élus. Allez-vous faire des concessions à ses alliés? Oui, une coalition, c'est des concessions. Oui, forcément. Sur leur demande. Mais justement, quand le PS dit je veux Dakar. Mais les concessions, c'est ce qui s'est fait lorsqu'il s'agit des listes électorales pour les législatives. Ça s'est fait en 2014, dans certaines circonstances. Et il n'y a pas de raison qu'on change les règles du jeu. Des concessions auront lieu de part et d'autre. C'est ça la coalition. C'est marcher ensemble pour l'ambition collective. Le PS dit je veux Dakar. Ma question est précise. Oui, ils peuvent le dire. Ils ont le droit de le dire. Maintenant, les instances qui doivent en parler, en parlons en toute responsabilité. Benno. Dans le cadre de Benno, nous avons la conférence des leaders, nous avons le secrétaire national. Tout ça, c'est normal. C'est le choc des ambitions. Mais au sein même de l'Alliance pour la République, vous venez de le dire, il y a des ambitions de part et d'autre. Certains disent, moi je veux tel parti, ou même au-delà même de Dakar, vous partez dans certaines communes à l'intérieur du pays, il y a des membres de l'Alliance pour la République qui sont tous les deux ambitieux pour une municipalité. C'est normal, c'est ça la vitalité démocratique. Mais en même temps avec des risques aussi d'éclatement de votre coalition. Bien sûr. Des listes parallèles, des votes sanctions. Oui, on a eu... Vous en êtes conscient et comment allez-vous le gérer? Mais par la négociation, par la discussion, par l'intelligence politique qui fait que les gens peuvent objectivement se rendre compte dans certaines circonstances qu'il faut renoncer, et puis par une présence de l'appareil permanente qui va accompagner tous ces processus. Nous allons nous battre pour que justement on crée plutôt des dynamiques de victoire que des dynamiques d'éclatement. C'est ça qu'il faut éviter coûte que coûte. Nous allons toujours insister sur Dakar, mais aussi les autres villes. Qu'est-ce qui est devenu le projet de suppression de certaines villes, comme Dakar, rangées aux oubliettes? Il n'y aura pas de suppression de la ville de Dakar? Il semble que ce n'est plus d'actualité si on écoute l'agenda, en tout cas du gouvernement. Il y a eu un redécoupage qui a été évoqué et proposé, qui doit permettre en tout cas dans Dakar de rationaliser un peu l'aménagement du territoire dans cet espace-là, de réparer quelques injustices historiques du point de vue de l'aménagement du territoire, notamment sur Keur Massar, qui était une promesse du président de la République, mais également dans la zone de Sangalkam,
et également de Ndiaye-Lo, etc., où il y avait, semble-t-il, quelques incohérences. Et d'ailleurs, les sujets et les discussions continuent avec les populations qui ont aussi quelques aspirations pour certaines localités qui veulent devenir des communes, semble-t-il, mais les sujets et les discussions continuent. On va en parler tout à l'heure. Donc, oublier la suppression de certaines villes. En tout cas, je pense que ce n'est pas d'actualité, en tout cas dans cette perspective-là. Avec une élection au suffrage universel direct des maires. Oui, c'est ça. Il semble que c'est comme ça que ça va se passer, et ce qui est très bien aussi, parce que ça va permettre aux populations de choisir directement leur maire. C'est une innovation importante. D'où la dimension leadership dont on parlait tout à l'heure. Qui est important. Mais qui a du mal à émerger. Mais en ça tout cas, dans beaucoup de localités. De toute façon, comme si vous aviez peur d'attaquer ce problème de front. Non, je pense que très rapidement, les choses vont se clarifier. Pour ma part, lorsque je vous dis en tout cas que je suis prêt à servir ma commune, les choses sont claires de ce point de vue. Simplement, nous appartenons à des appareils, nous appartenons à des espaces politiques où il faut discuter, échanger avec tous les acteurs et trouver les meilleures options et surtout le meilleur projet. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir un leadership, il faut porter un bon projet, il faut porter un projet crédible auprès des populations et surtout, il faut avoir une équipe qui soit en mesure de vous accompagner. C'est pour ça, sans doute, qu'aussi les gens prennent le temps justement de l'organisation, mais je pense que très vite, contrairement à Barthélémy Diaz qui passe son temps à tirer sur tout le monde et qui ne propose pas un projet clair pour les Dakarois, il y aura un leadership responsable, apaisé, lucide, qui va très rapidement, au-delà de Dakar, mais partout dans le pays, s'exprimer et proposer des projets à nos concitoyens, mais pas simplement d'épater la galerie avec des polémiques stériles chaque jour. Ça, vraiment, je pense qu'il faut dépasser très vite ce mode de politique-là. Vous êtes candidat où, vous, Papa Mahawa Diouf? Aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Je suis pour le moment, en tout cas, disponible pour Yoff, disponible pour les cités nouvelles et pour mon quartier où je vis au quotidien. Nous allons construire un projet et puis, naturellement, il faut rappeler quand même qu'il y a quand même une équipe sortante. Et le maire Abdoulaye Diouf Sarr est le seul maire APR de Dakar. C'est important. Nous avons construit ce projet. Il avait une équipe dans laquelle je faisais partie, et notamment sur la partie de la construction de la coalition Benno Bokk Yakaar Yoff, et qui a fait que nous sommes arrivés au bout du processus à gagner. Maintenant, il y a eu une équipe municipale qui est sortante, qui a un bilan à défendre, qui doit le défendre. Il y a de nouvelles préoccupations, en particulier dans les cités nouvelles, il y a vraiment de fortes préoccupations d'avoir davantage de citoyenneté locale. Les cités nouvelles, que ce soit Ngor, que ce soit Biagui, que ce soit Ouest Foire, que ce soit Nord Foire, que ce soit Diamalaye ou que ce soit Djilibay, les citoyens ont une aspiration pour plus de citoyenneté. Ça veut dire qu'on les implique davantage dans le mode de gestion de la municipalité. Mais il y a d'autres questions aussi qui se posent. Et il faut que dans le bilan, on puisse construire un projet qui puisse convaincre tout le monde. Et dans ça, et dans les discussions, c'est là que finalement, toutes les pistes pourront être tracées et qui feront qu'on pourra s'engager pour des projets. Il faut s'engager pour des projets. Au-delà du leadership personnel, c'est les projets qui sont importants. Voilà un peu ce que je peux répondre. Alors, il y a également, toujours dans le chapitre relations avec vos alliés, une fusion avec Rewmi d'Idrissa Seck est-elle à l'horizon, voire imminente? Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on parle en tout cas, je n'ai pas entendu parler dans les instances dans lesquelles je suis d'une telle éventualité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de Benno, nous sommes dans la majorité présidentielle aujourd'hui. Nous sommes une majorité autour d'un projet politique. Et de toute évidence, cette majorité va se décliner à chaque fois que c'est possible au niveau local et qui va nous permettre de perpétuer cette dynamique de victoire. Puisque au-delà de la polémique, au-delà des colibés et des petits débats... Il y a même des bagarres. On a signalé des bagarres entre militants de l'APR et ceux de Rewmi. Alors que Idrissa Seck parle bien d'une entente Mburok-Sow. Oui. Oui, non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais je crois que les militants, même entre partis socialistes ou entre PASTEF ou autres, peuvent avoir des divergences et se battre, ça peut arriver. Oui. Mais ce qui est constant,
c'est que l'essentiel des leaders significatifs de ce pays avec leur formation, vous parlez de Idrissa, mais vous pouvez parler également d'Omar Sarr, vous pouvez parler du PS, de l'AFP, mais Aïssata Tall Sall également, l'essentiel des leaders significatifs du pays ont compris l'enjeu pour le Sénégal, qui est à la croisée des chemins, qui a une possibilité, de par sa réputation de pays démocratique, stable, avec une diplomatie très très efficace, de pouvoir négocier un virage qui lui permette de devenir, malgré les difficultés, de se mettre dans une perspective d'émergence et de stabilité avec l'arrivée du pétrole et du gaz, etc. Donc ça, il faut que ça ait une déclinaison au niveau local. Ça se construit pas en un seul jour. Il est normal qu'il y ait des contradictions locales, mais ce qui est constant, c'est que ces alliances-là sont plus que jamais solides. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche avec Papa Mahawa Diouf comme invité. Redécoupage ou nouveau découpage, vous en faisiez allusion pour aller un peu plus au fond. Le ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye, maire de Sangalkam, est accusé de conflit d'intérêts. Si on prend l'exemple, par exemple, de Bambilor, on a pris des localités qu'on a rattachées à Sangalkam, vous répondez quoi? Découpage électoraliste? Bon, je pense qu'on peut toujours trouver des raisons de penser qu'un découpage est politique. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais ici, quand même, il y a des raisons objectives partagées. Je donne l'exemple de la décision d'ériger la commune de Keur Massar en département. Ça, c'était une demande qui était criarde. Ça se voyait que Keur Massar ne pouvait plus continuer, ne serait-ce que pour les infrastructures qui vont avec le département, d'accompagner cette croissance. Deuxième raison, la réforme aussi corrige des incohérences territoriales. Né il y a 10 ans, en vérité, de préoccupations politiques. L'autorité s'est basée en vérité sur plusieurs critères, dont le critère spatial, le critère démographique, le critère économique, mais également le critère historique pour effectuer ce découpage. Donc nous pensons qu'en toute ouverture, lucidité, nous pouvons faire confiance à l'autorité publique dans cette mission de découpage et de mise en cohérence territoriale. Oui, vous dites que c'est pour corriger les incohérences qu'aurait commises l'ancien régime, mais on se souvient aussi des propos du président Macky Sall quand il était candidat. Déjà, il avait quitté le Parti démocratique sénégalais, il avait parlé de transfert d'électeurs, de subterfuge pour gagner les nouvelles localités. On lui renvoie aujourd'hui à ses propres propos. Oui, mais là, on parle de découpage, on ne parle pas de... Oui, justement. Oui. En donnant le cas de Sangalkam, par exemple, qui fait aujourd'hui débat aussi. Ben, c'est ça l'incohérence qui est corrigée, justement. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Sangalkam, c'est quand même Oumar Gueye qui est le maire et qui est le ministre des collectivités territoriales. Il y a plein de ministres maires aussi qui gèrent des questions nationales qui ont des incidences sectorielles. Ça ne peut pas dire que c'est forcément impartial ou qui est, comme vous le dites, un conflit d'intérêts. Bon, ce qui est important, je pense, c'est de se rendre compte que globalement, dans cette réforme, quand on prend une zone comme Keur Massar, il n'y a pas le moindre doute. Mais quand on constate aussi les incohérences territoriales comme constatées dans cette zone, c'est évident qu'il fallait le rationaliser. Ce n'est pas un subterfuge pour gagner des élections dans ces localités. Je pense que ce redécoupage va permettre un rééquilibrage spécial et démographique dans plusieurs communes, y compris entre la commune de Bambilor et Diamniadio, qui vont se retrouver pratiquement avec les mêmes superficies. Il y avait aussi des réajustements qu'il fallait faire entre Yen aussi et Diamniadio. Il y avait un travail sérieux d'aménagement. Je rappelle qu'il y a une stratégie nationale d'aménagement du territoire aussi. Oui. Vous avez reçu le directeur Mamoudou Digo ici, qui a été très précis sur la vision, et c'est cette vision-là aussi qui est en train d'être mise en œuvre. C'est ça qui étonne. Pourquoi on se focalise sur Dakar? Il faut bien commencer quelque part. Bon, c'est tout simplement ça. On aurait pu commencer par votre commune de Ndiaganiao, par exemple. Parce que vous êtes originaire aussi de Ndiaganiao. Aussi de Ndiaganiao, c'est vrai. Et c'est bien de leur faire le clin d'œil. On parle là de Dakar. Oui, il faut bien commencer quelque part. Moi, ça ne me gêne absolument pas, en tout cas, qu'on commence par Dakar. Ça ne me gêne pas du tout.
Bien au contraire, c'est la capitale du pays. C'est un challenge important en matière de vision du développement et de la croissance de la capitale. C'est un défi de développement national. Qu'on commence par Dakar, ça ne me pose pas problème. Des critiques aussi concernant le fichier électoral porté par l'opposition. Il y a eu une évaluation et même un audit avec des experts internationaux qui ont conclu que le fichier était fiable à un pourcentage assez élevé, ce que l'opposition conteste, en déplorant même que le fichier électoral du Sénégal soit logé en Malaisie. Oui, je pense que d'abord, le principe, il me semble évident qu'au Sénégal, il est impossible de voler des élections en l'état actuel des choses. Et ça, le Sénégal l'a dépassé, je pense, depuis au moins, si ce n'est en 2000, en 98 ou en 96. Puisque les élections maintenant... En 96, c'était la catastrophe. Oui, ou 98. Les locales de 96, certainement 98. C'est pour dire que 2 ans avant 2000, on savait déjà que les élections, on peut les gagner si simplement on est engagé, on y met les moyens nécessaires, on va chercher les Sénégalais là où ils vont, on réussit à les convaincre, on ne s'emprisonne pas dans une opposition à la Barthélémy Diaz. On est dans les médias de Dakar à parler du matin au soir. Barthélémy Diaz vous empêche de dormir. À parler du matin au soir. Il n'est pas étonnant que dans chaque élection, il soit battu. Et à la loyale. Parce que dans les bureaux de vote, il y a les journalistes, il y a les observateurs nationaux, il y a les observateurs internationaux. Et il y a la communauté démocratique nationale. Parce que le projet démocratique sénégalais n'est pas le projet des hommes politiques seulement. C'est le projet de la communauté nationale qui défend son projet démocratique. Donc, les questions électorales doivent être dépassées et les questions de fichier électoral doivent être aux oubliettes. Dans le sens où, lorsque vous demandez un audit avant 2019, qu'on fasse cet audit-là et qu'on se rende compte que le fichier est fiable à 98% et que ce soit des experts internationaux avec des TDR rédigés par l'opposition qui le disent, on va aux élections, vous dites qu'il est impossible de gagner au premier tour. Vous êtes battu au premier tour. Vous sortez de ces élections, vous dites que vous ne reconnaissez pas les résultats parce qu'il y a eu de la triche. Oui, des experts qui ont relevé un stock de transfert d'électeurs de 500 000. C'est quand même un chiffre important. Et qui ont également mentionné que notre fichier était logé en Malaisie. En tout cas, on ne pouvait pas avoir des informations sans que la Malaisie n'en donne l'autorisation. Ça, il faut qu'on le vérifie effectivement, mais ça m'étonnerait moi que l'État du Sénégal ait du mal à avoir accès à son fichier. Qu'il y ait de l'outsourcing, ça peut être potentiellement possible, ça se pratique, mais quand même... Ça se pratique. Question de souveraineté quand même. C'est pour ça que ça m'étonne. Je suis d'accord. Oui. C'est pour ça que ça m'étonne moi qu'on me dise que l'État du Sénégal, pour avoir accès à son fichier pour question de souveraineté, il a besoin de l'autorisation d'un État. En même temps, le gouvernement ne dit pas que c'est faux. Ça, moi, ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. Mais par contre, il y a une chose qui est dite, quand on dit qu'il y a des inscriptions supplémentaires, c'est inexact. Il peut y avoir des gens qui ont une acquisition de carte d'identité entre-temps, mais qui n'ont pas de carte d'électeur. Vous pouvez avoir aujourd'hui la carte d'identité nationale, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est dans le fichier électoral et qui vous permet d'avoir le droit de voter. Cette confusion-là, elle est savamment entretenue par l'opposition, mais c'est naturellement inexact. Mais ce qui est constant, c'est que le Sénégal n'est pas une république bananière où il est possible d'avoir un fichier avec lequel on fait ce qu'on veut, avec lequel on fait intervenir des États tiers qui n'ont rien à voir avec notre projet en soi. Ce n'est pas ça la vérité et je reste convaincu que dans les jours qui viennent, les services dédiés, ça veut dire l'administration, pas les politiques, la direction générale des élections et la direction de l'automatisation du fichier apporteront les réponses qui sied. Mais la démocratie sénégalaise et le système électoral sénégalais est préservé et mis en fonction par des experts en la matière qui sont des fonctionnaires de l'État. Et qu'en est-il des inscriptions en dehors des commissions administratives? Ça, il faut l'opposition le soutient aussi. Mais ils soutiennent des choses qui sont inexactes, naturellement. Pour vous, définitivement, c'est avec ce fichier électoral, même critiqué par l'opposition, qu'il faudra voter? Mais je ne pense véritablement pas qu'il y ait un problème de fichier électoral dans le pays. Parce que lorsque vous faites
demandé comme préalable pour aller aux élections. Je rappelle que le report des élections n'est pas le ressort de l'État. C'est l'opposition du Sénégal qui l'a demandé. Pas d'élection sans audit du fichier. Très bien. Faites les TDR. Et c'est eux qui font les TDR, qui donc interpellent l'expertise en question, indépendante, pour lui demander des questions sur la fiabilité. La réponse principale, sans vraiment qu'on aille dans une polémique, c'est que l'expertise dit que ce fichier est fiable et peut aller aux élections. C'est ça que l'expertise dit. Tout le reste n'est que polémique qui cache une chose, une impréparation, un manque de sérieux dans le travail politique qui nécessite qu'on aille vers les populations et qu'on s'inquiète vraiment de leurs besoins, mais aussi critiquer l'action publique, mais une critique sérieuse et objective. Ça veut dire les mesures qui ont été prises, les politiques publiques, dans le fond. C'est ce travail-là qui n'est pas fait, et dans ces conditions-là, il est évident qu'on se continue d'être dans une forme de paléo-opposition qui rappelle l'opposition politique à un parti unique dans les années 80. On n'est pas dans cette situation. On est dans une démocratie ouverte, où il y a des médias ouverts, et il y a une démocratie participative avec les réseaux sociaux, et une clarté qui nécessite que l'opposition fasse plus de travail que simplement cette polémique à la Barthélémy Diaz qui est une politique d'enfant. Alors, on va en finir avec les questions électorales. Qu'allez-vous faire du parrainage après la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui demande sa suppression dans un délai de 6 mois? Oui, je pense que on ne remet pas, en tout cas, en cause son intégration dans la fonction, dans le mode électoral sénégalais. Et d'ailleurs, c'est impossible qu'on le remette en cause, puisqu'on a vu lors des élections législatives le nombre de listes qu'on avait eues en 2017. On sait que si on n'a pas de mécanisme de filtre, on peut avoir des difficultés. Le parrainage n'est pas nouveau dans le pays. Le parrainage existait avec les indépendants. Et quoi de plus normal qu'on puisse dire, avant d'être candidat à l'élection présidentielle, de pouvoir regrouper un certain nombre de parrains. Maintenant, les parrains peuvent être des députés, ça peut être des conseillers, des maires, etc. Comme ça existe partout. Qu'on critique la forme, c'est une chose. Maintenant, la réponse quand même qui a été apportée nous paraît logique, au-delà de la légalité. Et si vraiment c'est la Cour de la CEDEAO qui devrait donner des injonctions à nos souverainetés sur certaines questions, ce serait compliqué, ce serait difficile. Mais encore que les États, en acceptant la création de la Cour de justice de la CEDEAO, ont accepté également de renoncer en partie à leur souveraineté sur cette question. Oui. La Cour de justice de la CEDEAO est habilitée quand même à se prononcer. Oui. Et elle demande la suppression du parrainage, non? Oui, elle ne peut pas demander la suppression du parrainage, ou en tout cas, de mon point de vue, je suis parfaitement solidaire de ce point de vue du ministre Ismaïla Madior Fall, parce que demander qu'on supprime le parrainage, c'est trop dire. On ne peut pas demander qu'on supprime le parrainage. Demander les formes et les processus de sélection des parrains, que ça évolue et qu'on le change, oui. Mais le parrainage qui existe dans notre juridiction depuis que les indépendants participent aux élections, on ne peut pas. Mais cette juridiction, la juridiction de la CEDEAO peut s'être trompée. Hein. Et je pense même qu'elle s'est trompée si elle demande qu'on supprime le parrainage. Ce n'est pas de son ressort, c'est évident. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de voir, comme tout système, il y a des imperfections. Un système qui a été implémenté pour une première fois en 2019, il y a certainement des choses à améliorer. C'est évident. Mais là aussi, dans le cadre du dialogue, les acteurs peuvent s'entendre et voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mais quant à dire qu'il faut supprimer le parrainage, il y a quelque chose qui relève un peu, de mon point de vue, de l'incongruité. Parlons des émeutes qui ont eu lieu en février et mars. Une douzaine de morts. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, s'était impliqué dans une médiation quand ces événements sont arrivés. Il a reçu le chef de l'État, là, il y a 24 heures, 48 heures. Cette audience pourrait être une occasion entre les deux hommes d'échanger sur ces événements. Oui, on l'avait déjà fait, mais on le refait. Maintenant qu'on est revenu un peu dans la sérénité et la lucidité de chaque foyer, chacun rentre chez soi, présenter nos condoléances aux familles des victimes, puisque c'est cela finalement qui est arrivé. Il y a eu 12 morts, 12 de nos
plus ou moins jeunes compatriotes, directement vis-à-vis des émeutes ou indirectement, qui ont perdu leur vie et donc des avenirs perdus et de l'énergie pour le pays gâchée. Pour finalement quoi, Mamadou? Pour une telle légèreté et pour un tel manque de respect à nos institutions. Je pense que... Soyez plus précis. Je pense que, et pour être plus précis, je pense qu'il faut que notre démocratie soit interrogée dans le fond, parce que c'est un avertissement sans frais pour nous tous. Quand je dis nous tous, c'est d'abord les journalistes qui sortent de leur mission, qui font des appels à l'insurrection en direct, les observateurs, censés être observateurs de la société civile, qui ont peut-être aussi joué avec le feu en poussant à chauffer un peu les foules, des partis des membres de la majorité, peut-être qui sur les choix qui ont été faits ici et là n'ont pas été les bons. Mais dans tous les cas, il faut que nous sachions une chose. Nous avons dépassé l'époque d'une opposition et d'un pouvoir au parti unique au pouvoir des années 80, avec une opposition qui menace, qui agresse un pouvoir. Non, c'est pas ça. Nous sommes au pouvoir, nous travaillons pour l'intérêt général, mais nous savons que nous ne sommes pas éternels au pouvoir. Nous savons qu'un jour, nous devrons passer à l'opposition, ou nous devrons passer cette étape de notre vie qui a été politique pour retourner dans le privé et faire notre boulot. 12 morts. C'est trop. C'est trop. Et donc, il faut pacifier les choses. Il faut revenir à l'orthodoxie politique, qui est qu'il y a une proposition du pouvoir et une contre-proposition de l'opposition. Mais fonder un dialogue politique sur la bravade, sur la menace des institutions et du pouvoir, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces 12 morts? Mais c'est un problème. Évidemment, l'État, enfin, la justice fera son travail. Hein. La justice fera son travail. Il y a longtemps qu'on le dit. Rien. La justice fera, du moins, je l'espère, mais je suis convaincu que ça ne va pas passer par perte de profit. La justice aucune poursuite, aucune information judiciaire. La justice doit faire son travail. C'est ce qu'on dit tout le temps. Et on oublie. Et ce serait dommage. La justice doit faire son travail. C'est la responsabilité de l'État. Bien sûr, l'État dans son ensemble, la justice qui est indépendante, qui doit s'autosuffire et clarifier les choses, mais nous pouvons faire confiance en la justice sénégalaise. Mais Mamadou, il ne faut pas qu'on passe sur ce sujet, je trouve en tout cas moi, en tant que citoyen, et là vraiment sur cette petite parenthèse, si on passe aussi vite par pertes et profits sur tout ce qui s'est passé, sur les menaces sur les journalistes, vous avez subi des menaces directes pour des positions que vous avez prises dans ces circonstances. C'est inacceptable. Votre collègue Maïmouna a subi la même chose. Moi, j'ai été menacé qu'on brûle ma maison parce que j'ai donné des opinions politiques. D'autres ont effectivement subi. Il faut qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on se dise, nous avons un legs donné par des journalistes, donné par des politiques, donné par des, on pourrait les citer, des hommes religieux qui ont incarné le Sénégal que nous avons vu et que vous avez célébré hier avec votre publication, cette forme de diplomatie, cette certaine idée du Sénégal. Le pouvoir, on le conquiert par les idées, par les urnes et par le combat politique, mais au sens démocratique du terme, mais certainement pas avec une doctrine putschiste incarnée par Sonko et Barthélémy Diaz et leur clique. Ça ne marchera pas. Avec sérénité, mais vraiment très serein, mais avec lucidité, nous leur disons que ça ne fonctionnera pas. L'audience que le khalife général a eue avec le président de la République, Macky Sall, on sait qu'une plateforme revendicative du M2D a été déposée entre les mains du khalife général des Mourides. Le sujet a pu être évoqué entre les deux hommes. Oui, je n'ai, en tout cas depuis lors, pas encore vu le président de la République et je n'étais pas dans l'entretien, donc je ne sais pas exactement ce qui a été dit, mais voilà en tout cas une démarche que nous approuvons. Si nous pensons que dans le jeu démocratique, il y a des choses à améliorer, ben, on le pose sur la table. Mais la démocratie, c'est le jeu des idées, c'est le combat des idées pour être majoritaire auprès de ceux in fine qui décident, ça veut dire les citoyens. Cette démarche-là, elle peut tout à fait être acceptable et ça ne nous étonnerait pas et ce serait bien. Alioune Badara Cissé a dit récemment, mon frère, le président Macky Sall, a changé. La semaine dernière, j'ai reçu Mokhtar Souran, qui a eu à le soutenir en 2012 et qui a dit la même chose. Le président Macky Sall a changé? Oui, nous avons tous changé. Vous avez changé.
Bon, là, on parle du président de la République. Oui, mais vous parlez aussi de change management. Oui. Et je pense que le président de la République, c'est normal qu'il change en tant que président d'abord. Oui. Quand vous êtes 10 ans à l'exercice du pouvoir, si vous ne changez pas, c'est qu'il y a un problème. Eux, quand ils le disent, ils parlent du mauvais sens. Mais j'en arrive à eux maintenant. D'abord qu'ils changent, c'est normal. Et j'espère que eux qui le disent aussi ont changé. Parce que changer, c'est normal. Ne pas changer, c'est pas bon. Mais par contre, ils ont parlé aussi en parlant de l'homme et de l'ami ou du frère qu'ils connaissent. Le président de la République n'est pas une relation personnelle. C'est ça aussi la difficulté que les gens ont avec nos institutions. Il faut qu'on soit à la hauteur du legs qui nous a été transmis. Le président de la République, lorsque nous en parlons en public, nous parlons du président de la République de 16 millions de Sénégalais. Parler de sa relation personnelle avec l'homme en public relève un peu, de mon point de vue, ça dérange. Parce que ce qui nous importe, nous, dans l'espace public, c'est de savoir si le président de la République, les politiques publiques qu'il porte, le plan de résilience qu'il a apporté pour les Sénégalais, le plan de relance qu'il porte, son leadership sur la relance de l'économie africaine, cette posture en tant que chef d'État, elle est bonne et pour l'intérêt des Sénégalais ou non. Voilà ce qui intéresse le peuple sénégalais, mais pas forcément la relation personnelle que je sais très forte, historique, entre mon frère, à moi aussi, Alioune Badara Cissé, Maître Alioune Badara Cissé et le président de la République. Très bien. Ousmane Sonko est interdit de sortir du territoire. Il devrait se rendre à une rencontre à Lomé au Togo. Le juge s'y est opposé parce qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire dans l'affaire l'opposant à la jeune fille Adji Sarr. Votre commentaire? Il est interdit normalement de commenter une affaire de justice du genre. On ne peut pas vraiment le commenter. Très bien. On s'en arrête là? On s'en arrête là. Si nous considérons que parler de nos institutions, parler de l'État du Sénégal, on peut en parler comme si j'étais simplement dans mon salon avec ma famille, on court de gros risques. Parce que chacun finalement va prendre sa partie de l'affaire et se la privatiser. Ce qu'on demande aux autres, on se l'applique à nous-mêmes. Donc sur cette question, effectivement, je passe parce que c'est une décision de justice entre justiciables et qui n'engage pas véritablement le Sénégal. Le tourisme, promotion de la destination Sénégal en période de pandémie. Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi l'état des lieux aujourd'hui? Alors nous avons traversé tout le secteur du tourisme, une période difficile. Lorsqu'on est dans des politiques de confinement, de couvre-feu, forcément, l'économie du tourisme mondial s'en est trouvée impactée profondément. Le Sénégal n'a pas fait exception. D'abord, saluer l'action de l'État qui a tout de suite pris des mesures pour protéger l'emploi. Le président de la République a pris des mesures pour accompagner en BFR, en fonds de roulement, les entreprises du tourisme en général et empêcher les licenciements avec du chômage technique. Il y en a eu, hein? Oui, d'abord, oui. Dès le début. On a empêché la crise dans les 6 premiers mois en finançant justement le fonds de roulement et en finançant également le chômage technique pour 80%. C'est d'abord ça qui a permis de sauver, sur les 6-8 mois qui ont suivi à la crise, l'emploi. Maintenant, dans la phase de relance, il y a eu des difficultés et il y a eu effectivement des licenciements. Mais là aussi, l'État est intervenu en boostant encore une fois le crédit hôtelier qui est passé de 3 milliards à 15 milliards, puis de 15 milliards à 50 milliards pour 2021. Ça a permis quand même de permettre à ces entreprises du tourisme de continuer d'exister et de tenir en attendant la relance. Et nous, de notre côté, nous avons en tout cas essayé d'atténuer les effets néfastes du point de vue de la SPT de la crise sur 2 leviers. D'abord sur la réputation, avec la réassurance sanitaire d'une part. On a engagé avec un label international une réassurance sanitaire de certains sites importants pour l'événementiel du pays, comme le CICAD, comme le Dakar Arena, mais aussi le parc d'exposition et le musée des civilisations, pour que cette réassurance sanitaire puisse permettre de dire au monde entier que ces sites peuvent toujours accueillir des événements internationaux. Deuxième chose, nous sommes intervenus dans la formation à travers la mise en place d'une plateforme e-learning à travers laquelle nous avons pu former près de 200 acteurs du tourisme dans une première phase, mais c'est une plateforme qui va continuer sur la durée pour mettre à niveau tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur touristique
du point de vue aussi des questions de sécurité en particulier et du point de vue des mesures sanitaires. Enfin, nous avons lancé une dynamique, l'initiative Tamu Sénégal, dont l'objectif était d'être un matelas de sécurité dans une période où effectivement les touristes des marchés émetteurs étaient retenus chez eux pour les besoins de contraintes, effectivement, de contraintes de déplacement avec la contrainte de la Covid-19. Oui, il y a quand même des constats faits par nos auditeurs qui ont réagi sur Facebook. Donald Sladjoum, Doudou Diop, Mamadou Aou, qui ont quand même remarqué tous les trois que les frontières ont été fermées pendant très longtemps et qui ont même relevé que le Sénégal ne devrait pas faire du suivisme, ce qui est valable ailleurs, notamment en Occident, les points pour le Sénégal, les frontières ont été fermées pendant très longtemps, mais ils demandent aujourd'hui, est-ce qu'il y a une relance effective du tourisme, mais surtout de la promotion destination Sénégal, qui fait l'objet souvent de critiques aussi par sa cherté. La destination Sénégal chère, peut-être c'est surtout sur le tourisme interne qu'on le dit. Sur l'international. Les Sénégalais, oui, trouvent que c'est cher. Parce qu'on ne leur permet pas de faire du tourisme dans leur propre pays. Il y a des et du point de vue extérieur aussi, la destination Sénégal est jugée chère. Si on prend l'exemple du Maroc et d'autres pays, et même de la sous-région. Oui, vous contestez cette cherté de la destination pour le tourisme interne, je pense que nous pouvons faire des efforts pour l'accès des Sénégalais au tourisme national. C'est pour ça que dans cette phase 2, cette année du Tamu Sénégal, on vise l'entreprise. Parce qu'il y a des secteurs qui sont portés au Sénégal par l'entreprise, le monde de l'entreprise. Vous prenez l'automobile, vous prenez l'immobilier, c'est l'entreprise, le monde de l'entreprise qui, pour l'essentiel, finance en tout cas la consommation de ce point de vue. Et nous sommes en train de travailler avec des entreprises et des sociétés nationales et des sociétés privées qu'on va mettre en jonction avec le secteur privé national pour aussi développer des produits touristiques qui visent les familles, avec une logique de chèques vacances, ou en tout cas des entreprises qui vont s'engager pour ça. Tout ça va contribuer à d'abord deux choses, permettre de prendre cette économie des entreprises qui existent, mais qui va à l'étranger, qui va, justement, vous parlez du Maroc, qui va vers le Maroc, qui va vers Las Palmas, les États-Unis, qu'on le retienne dans le pays. Mais deuxièmement, qui va pousser également le secteur privé national à développer progressivement des produits qui visent les Sénégalais. Parce que le produit touristique national, pour l'essentiel, n'a pas pour cible, au départ, le Sénégalais, mais plutôt les marchés émetteurs. Ce qui est une erreur stratégique. Alors, c'est une erreur stratégique peut-être, mais c'est aussi un avantage. C'est l'ADN historique du tourisme national. C'est comme ça que ça s'est bâti au départ, c'est pour ça. Mais on est en train d'évoluer vers une marge de croissance impressionnante d'ailleurs de la consommation nationale. La demande est de chaque année de plus en plus forte. Il y a beaucoup plus de structures qui vendent la destination aux Sénégalais et il y a une offre aussi qui est en train d'évoluer pour aller de plus en plus vers les Sénégalais. C'est une rencontre de l'offre nationale avec sa demande nationale qui grandit, qui n'est pas encore, je le rappelle, à la hauteur quand même de l'offre internationale en termes d'entrée de devises et de contributions, mais quand même, il y a une marge de croissance et vraiment de réelles raisons d'y croire de ce point de vue. Exemple ici, j'ai envie d'aller au Cap Skirring dans les îles du Saloum. Alors, combien il me faut comme budget pour avoir un séjour, un week-end ou un séjour plus ou moins long? Alors, il y a 2 jours, nous avons organisé un petit atelier entre Air Sénégal, les agences de voyage, les acteurs du secteur privé, donc SPIHS, SAVTS, les organisations patronales, et puis les acteurs sur place, les agences qui organisent les voyages et les hôteliers. L'objectif justement, c'était quoi? Quand vous prenez la voiture pour aller à Ziguinchor, ça va vous coûter au moins 30 000 de carburant, à peu près. On est en train de faire en sorte que les 30 000 là puissent être un billet d'avion, mais que l'hôtel aussi puisse faire un effort pour qu'on puisse faire des packages et pouvoir le proposer aux Sénégalais. La première rencontre a eu lieu ce week-end. Ils viennent de revenir, on aura les premiers résultats d'ici 15 jours. Air Sénégal va pouvoir faire des packages
à destination de Cap Skirring pour justement le public national. Vous nous donnerez des nouvelles. L'emploi des jeunes, leur insertion socio-économique, le secteur touristique, on peut le deviner, peut être un bon pourvoyeur d'emplois. Absolument. Est-ce que c'est le cas concrètement? Le secteur du tourisme, c'est à peu près au minimum 200 000 emplois. Au minimum. Puisque le secteur du tourisme dans la chaîne de valeur, génère beaucoup plus d'emplois qu'officiellement ce qui est dit. Parce qu'au-delà de l'hôtel, au-delà de l'agence de voyage, vous avez toutes les chaînes de valeur autour. Vous prenez la restauration par exemple, ça touche tout de suite l'horticulture. Ça touche tout de suite tout ce qui est les produits horticoles. Vous prenez également l'artisanat qui est touché immédiatement. Le transport du tourisme est touché immédiatement. Les clandos, les chauffeurs de clandos et tous les acteurs autour de l'événementiel sont touchés également. C'est pour ça que l'emploi dans le secteur du tourisme est forcément important. Vous avez en tout cas un secteur clé qui contribue autour de 6,8% du PIB national. Donc il est absolument important que ce secteur soit toujours très présent du point de vue de l'emploi. On ne peut pas faire sans. Vous dites aux jeunes, venez, il y a de l'emploi dans le tourisme. Le secteur du tourisme est un secteur qui est porteur pour la création d'emplois. C'est quoi la stratégie? Parce que sinon demain vous allez être envahi dans votre bureau par les jeunes qui sont en manque d'emploi. Vous leur dites quoi de manière concrète? Il est facile, en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives possibles dans le secteur du tourisme pour pouvoir proposer des services qui peuvent permettre d'avoir de l'auto-entrepreneuriat dans le secteur du tourisme. Que ce soit dans le transport, que ce soit dans des agences de voyage en ligne, que ce soit également des offres de services dans le secteur du balnéaire, de l'écotourisme, dans le secteur de l'événementiel qu'on appelle le secteur du maïs. Il y a des initiatives qui sont possibles. Nous, en tout cas, il faut savoir, et c'est le lieu aussi de vous parler de l'agence et de ses missions. Parce que l'agence sénégalaise de promotion touristique n'est peut-être pas suffisamment connue du point de vue de ses missions. Premièrement, elle a en charge la promotion, la mise en œuvre de la politique de promotion de la destination. Deuxièmement, l'agence a en charge d'assurer l'attractivité de la destination Sénégal. Elle a en charge aussi de stimuler le tourisme interne, et ça, ce n'est pas depuis la crise, mais depuis sa création. Mais surtout, elle a en charge le développement de produits et l'amélioration de la qualité des services. Très bien. On va terminer. Dernière petite question. Faut-il aller jusqu'en France pour parler du financement des économies africaines, pour faire allusion au sommet qui vient de se tenir en territoire français, justement sur ce sujet? Si ça peut aider les Sénégalais, ou en tout cas les Africains, dans ce contexte de relance, à pouvoir avoir un meilleur niveau de financement de leurs économies, pourquoi on ne prendrait pas? En tout état de cause, il faut saluer l'engagement du président de la République dans ce contexte qui a parlé au nom de tout le continent, de toute la communauté africaine, pour qu'on pense davantage le mode de financement de nos économies, puisque les institutions de financement aujourd'hui, et c'est le lieu de le préciser, finalement le fond philosophique de la posture du président de la République. Les institutions qui ont en charge les financements de nos économies n'ont pas été créées pour nous. Créées par la France, et on va encore devant la France pour plaider le financement des économies africaines. Il y a quelque chose de contradictoire. Il y a deux sujets. Il y a les institutions de financement et nous, comment on ne tire absolument pas profit de ces mécanismes et de ces règles de financement des économies. Les taux sont extrêmement élevés. Les équilibres qui sont donnés sur la dette avec un taux de 70% de son PIB qu'il ne faut pas dépasser, ailleurs on le dépasse, on ne sait pas pourquoi. Et puis les taux qui nous sont pratiqués à nous sont des taux extrêmement élevés comparés à d'autres au nom du risque pays ou du risque de la zone. Et on ne contrôle pas notre monnaie pour parler de la zone franc. Donc ça, c'est un sujet. Maintenant, le second sujet, et c'est là que le chef de l'État, son leadership sur cette question, doit être salué. Parce qu'il le porte pour l'annulation de la dette, il le porte pour le changement des règles du jeu. Et enfin, le G20 sur le moratoire a fonctionné. La Banque mondiale et le Japon suivent. Et le sujet maintenant est au cœur du débat international. Il faut saluer ce leadership du président de la République. La question de la souveraineté
vis-à-vis de la France, elle est posée sur l'autoroute, elle est posée sur nos économies, elle est posée partout, Mais là aussi, Mamoudou, il est temps peut-être qu'on dépassionne les choses et qu'on les regarde objectivement. La question de la souveraineté, elle n'est pas simplement vis-à-vis de la France. Elle est vis-à-vis de la France, elle est vis-à-vis d'autres multinationales, elle est vis-à-vis des États-Unis, elle est vis-à-vis de l'Afrique du Nord, elle est vis-à-vis... La question de la souveraineté, elle est permanente. Là encore, il est triste et vraiment dommage que cette question qui est essentielle pour notre génération, qu'on infantilise le sujet. Le sujet est infantilisé par Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko. C'est un sujet sérieux qui nous engage sérieusement et qui appelle de notre part des réponses sérieuses. Le franc CFA, c'est une zone monétaire avec plusieurs États. Oui. Si le Sénégal dit demain, je sors, très bien, mais le Sénégal est avec plusieurs États dans une zone économique, avec qui nous nous entendons sur beaucoup d'autres choses, avec qui nous avons une communauté de destin. Ce n'est pas simplement en tirant sur la France, en disant que la France est un pays néocolonial, ce que tout le monde sait, et que même la France ne refute pas, que nous réglons le problème. Par contre, la question, je vous la concède, la question de l'indépendance monétaire n'est pas simplement une question ouest-africaine francophone CFA, c'est aussi une question européenne, c'est aussi une question américaine, c'est une question chinoise. C'est une question permanente qui appelle à une réponse d'experts et non pas à une réponse tristement puérile, qu'on considère que toute personne qui ne jette pas de pierre sur la France n'est pas un indépendant. Mais je veux dire, ça c'est un engagement, c'est important qu'on le précise ça aussi, ça c'est un mode d'engagement puéril et qu'ils se le tiennent pour dire les règles du jeu aussi sur cette question vont évoluer. On a quand même lu ou entendu le président ghanéen déplorer le comportement du président français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara avec cette fameuse annonce à Abidjan, voilà, de la fin du CFA et de l'arrivée prochaine de l'ECO. Ça, c'est un chef d'État africain qui parle. Il avait peut-être raison. Mais entre la zone francophone et la zone anglophone dans l'espace CEDEAO, nous connaissons cette réalité géopolitique. Mais il y a l'ECO quand même qui est là, et il y a qui l'ECO, sera là pour tout le monde, pour l'espace CEDEAO. Oui, mais bon, l'ECO, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qui est dommage, c'est qu'une question importante, comme notre souveraineté et notre souveraineté monétaire, soit infantilisée dans le débat, alors que c'est une question de fond qui est réelle, mais qui appelle à avoir de sérieuses ressources pour répondre, parce que la France, elle ne cache pas son hégémonie. C'est une vraie puissance économique, elle ne se cache pas, elle n'est pas un pays qui... Elle l'a dit, le général de Gaulle disait que la France n'avait pas d'amis, mais n'a que des intérêts. C'est aujourd'hui encore plus que jamais vrai. Ayons également la même approche. Nous l'avons, n'ayez aucun doute sur ça. Merci Papa Mahawa Diouf, directeur général de l'agence sénégalaise de promotion touristique. Il est membre de l'APR, le parti présidentiel, et coordonnateur de la cellule communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter le jury du dimanche iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, iMédian.sn. Pour le texte d'ailleurs dans votre site Djeba, à la photo Pape Doudou Diallo. Merci à toute l'équipe technique, Iba Marsen, Sidignan, Babacar Ndiaye. Merci aussi pour les réseaux sociaux à Fatima Taba et Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.